Bonjour tout le monde. Alors, vous m'avez peut-être déjà vu dans la grande salle. Diane Bérard, journaliste de Solutions indépendantes. Donc, je continue à animer le rendez-vous en votre compagnie. Donc, on est à la table ronde L'effet coop et on va débuter avec une petite vidéo. Alors, comme vous avez vu, j'ai un panéliste à ma gauche, mais il y a d'autres panélistes qui vont se joindre à nous en virtuel. Donc, je vais inviter les panélistes à présenter chacun leur tour, leur coop. On va commencer avec Jean Nollet, qui est à côté de moi, qui est directeur général de la coop Carbone et représentant de la coop Agri-Énergie. Jean, on t'écoute. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Diane. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis directeur général de la coop Carbone et la coop Carbone, c'est une coopérative qui a pour mission de participer à la lutte au changement climatique. Très concrètement, dans les faits, on travaille à la mise en œuvre de projets collaboratifs qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je pense particulièrement à ce qu'on fait du côté du secteur agroalimentaire avec un biométhaniseur agricole coopératif à Warwick. Je pense aussi à ce qu'on fait du côté mobilité avec plusieurs projets en mobilité durable, notamment en construisant des mini-hubs qui permettent de réduire le transport par camion lourd en ville. Et puis, on est des experts par ailleurs du marché du carbone, de la quantification des émissions de gaz à effet de serre, et on offre des services aux entreprises dans ce sens-là. Alors, en gros, c'est ça. Merci, Jean. Je vais demander à mes amis de la technique de mettre un minuteur parce que je n'ai pas de minuteur à mon écran. Donc, de mettre le minuteur pour 1 minute 30 pour chacune des présentations des trois autres, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long pour les panélistes qui sont en virtuel. Je vais vous faire apparaître très bientôt. Je procède quand même? D'accord. OK. Donc, je vais y aller avec Isiaka Sanou, directeur général des serres du Dos-Blanc. Isiaka, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Diane. Je suis très heureux de participer avec vous à cette conférence aujourd'hui. Moi, je suis le directeur général de la coopérative de solidarité Les Serres du Dos-Blanc, directeur général et cofondateur. Donc, nous sommes plusieurs personnes qui avons fondé cette coopérative. C'est une coopérative de production agricole, donc en ville. Nous sommes très innovateurs pour production bio, fruits et légumes, donc, et à l'année. Donc, notre objectif, et c'est ce qu'on fait présentement, donc, c'est de distribuer autour de nous, donc de façon très, très locale, production locale, distribution locale, consommation locale, avec une section de transformation qui s'en vient. Merci beaucoup, Isiaka. Donc, j'imagine, Rachel, que c'est toi ma gardienne du temps. Parfait. Alors, on y va ensuite avec Karine Awashish, cofondatrice et membre travailleur de la coop Nitashkinan. Koué à tous. Koué, oui, koué. En effet, je suis membre fondatrice de Coop Nitashkinan. En fait, c'est une coopérative de solidarité autochtone à prédominance travailleur. Notre siège est d'Obidjouan, une communauté atikamekw située en Haute-Mauricie, et on a les bureaux, un emplacement à Shawinigan. Nous, principalement, on œuvre beaucoup dans le développement socio-économique et culturel. On est impliqué dans plusieurs projets, surtout en culture. On travaille beaucoup
en gestion de projet, réalisation, accompagnement, mais aussi en consultation culturelle, en production culturelle et en recherche-développement. Donc, on est une équipe très créative et on a le désir de collaboration, mais de faire valoir beaucoup d'initiatives là, qui émanent des communautés autochtones, entre autres. Merci, Karine. Enchantée de faire votre connaissance. On y va avec notre quatrième panéliste, M. Émilien Roscanu, directeur général par intérim de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Émilien, on vous écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Diane. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je suis directeur général par intérim de la Guilde, ça a été dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est la Guilde du jeu vidéo du Québec? Donc, c'est une coopérative qui regroupe plus de 260 membres au Québec, qui sont principalement des studios développeurs de jeux vidéo. Donc, on en a de toutes les tailles. On en a qui sont des tout petits studios indépendants, créatifs, d'un employé à 10 employés, jusqu'à des dizaines d'employés. Et on a également les studios de moyenne taille qui font dans les centaines d'employés parfois et jusqu'aux grandes filières internationales qui sont installées au Québec. Donc, au-delà de ça, on regroupe aussi un peu plus large que simplement les studios de jeux vidéo. On va jusqu'à avoir dans notre giron, là, donc des membres de la Guilde sont aussi des établissements d'enseignement qui enseignent en fait dans les domaines reliés aux jeux vidéo et à la technologie. On regroupe aussi des entrepreneurs, des domaines connexes, donc dans l'innovation et dans la technologie. Puis, notre coopérative, en fait, c'est la plus grande organisation du genre au monde. Quand on sait que le Québec, c'est le 3e pôle mondial du jeu vidéo au monde après Tokyo et la Californie. Donc, cette coopérative-là, en fait, on a plusieurs missions et ce qui est au cœur de notre mission, c'est l'entraide. L'entraide entre les membres, redonner à l'industrie, l'économie circulaire, disons, du savoir et de l'expérience. Donc, on a autant ce rôle-là de donner, de fournir des services à tous les studios et à tous les membres qui sont à travers la province. Mais on a aussi ce rôle-là de maillage entre les différentes institutions pour toutes sortes de projets et de collaboration et de concertation. Puis, on représente en fait les intérêts de l'industrie à différents niveaux. Puis, ça se manifeste dans toutes sortes de projets très concrets, des appels à projets créatifs, des programmes de mentorat, par exemple, dans l'industrie, et toutes sortes d'initiatives pour encourager les studios indépendants à rayonner, puis à pouvoir exporter notre savoir, puis à pouvoir en faire profiter, en fait, toute l'industrie, puis tous les Québécoises et Québécois. Donc, voilà un peu la mission de la Guilde. Merci, Émilien. Enchantée de faire votre connaissance. Alors, merci, Madame et Messieurs les panélistes. Alors, il y a une période de questions qui est prévue à la fin de la conférence. C'est Rachel qui va me dire le temps qui me reste pour la période de questions. Si vous avez des questions à poser, je m'adresse aux gens qui sont dans la salle aussi bien que ceux qui sont à la maison. Vous pouvez les poser dans la section clavardage de la plateforme. Alors, l'effet coop a été défini selon plusieurs facettes de l'action coopérative. Parmi les dénominateurs communs, on retrouve la volonté de participer au changement de société, de contribuer à l'économie du Québec par le levier social, de créer de la valeur collective et de l'innovation, ainsi que de prioriser l'approvisionnement local de biens et services. Ma première question, comment l'effet coop vous inspire-t-il personnellement à titre de gestionnaire? Alors, je vais m'adresser d'abord à Isiaka. En fait, moi, je suis agronome donc, de formation, puis j'ai étudié dans un pays à l'extérieur d'ici, vous allez comprendre pourquoi. J'ai étudié en ex-Union soviétique. Donc, c'était un pays tout était basé sur la coopération, il y avait beaucoup de coopératives, en fait. Là. Donc, et le choix d'une coopérative, l'effet que ça a nous, je pense que pour moi, c'est mes valeurs. Donc, les valeurs intrinsèques que je porte en moi, donc les valeurs vraiment là de coopération, d'échange, les valeurs de partage, etc. Donc, c'est ça qui m'amène, moi, en tant qu'individu, en tant que personne,
à la coopérative. Et donc, nous, par exemple, ici à Ville-Saint-Laurent, le projet, lorsqu'on a mis le projet en place, on a commencé avec, on venait d'un milieu communautaire. Donc, l'objectif, c'était vraiment là, très communautaire, mais en même temps, on pensait justement développer un projet qui est social, économique et aussi qui a plusieurs facettes. Et donc, et pour avoir justement regrouper toutes ces facettes-là de notre vie, il fallait vraiment trouver une structure qui pouvait l'accueillir. Et c'est comme ça, donc, nous sommes arrivés à la coopérative. Je vais rentrer un peu plus tard dans les détails, mais c'est cet effet-là de présenter des différentes possibilités, donc l'innovation, etc., qui nous amène vraiment là à prendre la structure de la coopérative, la structure de la coopérative qui est la coopérative de solidarité. Merci, Siaka. Karine, de quelle façon est-ce que l'effet coop vous inspire personnellement dans votre rôle de gestionnaire? Bien, d'abord, je dirais que personnellement, pour moi, la coopération, c'est un mode de vie, en fait. Moi, j'ai grandi dans une communauté atikamekw où on était une grande famille, où on vivait en famille. Donc, c'est sûr que ça, ces valeurs-là m'ont suivi. Puis c'est quand j'ai fait mes études en administration d'un part où là, je ne me retrouvais pas, moi, dans cette dynamique d'entreprise et autres, tu sais, que... Et c'est vraiment ma maîtrise où là, j'ai découvert un peu le modèle d'économie sociale puis les coopératives, où là, j'ai vraiment fait le déclic qu'il y a des liens à faire entre nos valeurs autochtones et le modèle coopératif par ses principes. Donc, c'est sûr que le modèle coop nous a beaucoup inspiré dans pourquoi on a créé une coopérative, parce qu'elle rejoignait ces valeurs-là et cette aspiration et cette affirmation. Tu sais, en tant qu'Autochtone, on a le goût de notre présence. On a le goût de pouvoir montrer notre vision et nos aspirations. Puis je pense que le véhicule coopératif est à propos à ce sens-là. Et on avait le goût aussi, quand on a cofondé la coop, de faire les choses autrement. On avait le goût de voir le travail, notre implication sociale au-delà de structures organisationnelles très rigides. Tu sais, nous, on est très créatifs, on a le goût d'être... on a le goût de transformer les façons de faire qui rejoignent beaucoup plus nos modes de vie actuels et on ne voulait plus être emprisonnés, en fait, dans des modes de travail où c'est la production qui est toujours mise en avant. Fait que c'est sûr que cette envie de s'affirmer, de s'autonomiser économiquement, de pouvoir prendre en main, puis de pouvoir être acteur d'initiatives inspirantes et positives dans les milieux, puis travailler aussi ensemble, ça fait partie de nos façons de faire, de notre approche, puis on l'a intégré dans nos pratiques de gestion. Au-delà de l'impact, on va en parler tantôt, mais au-delà de l'impact, c'est d'abord à l'intérieur. Comment nous, en tant que membres, on change les façons, puis nous, on veut faire des affaires autrement. C'est pas tant dans des fins mercantiles, mais nous, l'argent, ce n'est qu'un moyen. Dans le fond, nous, on veut développer des relations, on veut avoir du sens dans les liens qu'on entretient avec nos partenaires, les clients et bien sûr avec toutes les personnes et l'environnement dans lequel on évolue. Merci, Karine, de votre enthousiasme. Alors, je vais demander à Émilien. Émilien, de quelle façon est-ce que l'effet coop vous inspire à titre de gestionnaire, personnellement? Absolument. Donc, personnellement, ça a toujours été quelque chose qui m'a inspiré, le modèle coopératif. Puis depuis que j'ai fait l'université à l'UQAM, puis par la suite, quand j'ai travaillé au sein d'un cabinet politique où on travaillait beaucoup sur de la concertation entre divers acteurs au niveau très, très local pour pouvoir atteindre toutes sortes d'initiatives, réaliser toutes sortes d'initiatives à caractère social.
c'est quelque chose qui m'a fasciné puis qui m'a suivi quand j'ai travaillé en organisme à but non lucratif par la suite dans le milieu culturel. Puis personnellement, c'est vraiment ces valeurs-là d'entraide puis de redonner ensuite lorsqu'on acquiert certaines connaissances ou certaines expériences, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour redonner par la suite à la société, donc par toutes sortes de façons, par l'implication, mais aussi, je trouve que le modèle coopératif, c'est vraiment un modèle qui nous permet d'atteindre cet échange et puis ce partage-là au sein de nos différentes communautés. Vous savez, la Guilde du jeu vidéo du Québec, c'est un organisme qui est très jeune parce qu'en fait, il découle de la fusion de l'Alliance numérique et de la Guilde des développeurs indépendants du jeu vidéo du Québec. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'ensemble plus fort qui nous a poussé à regrouper ces deux associations-là pour regrouper les développeurs indépendants et les grandes filières internationales pour vraiment mieux être des frères et des sœurs à travers cette industrie, puis les projets, puis les maillages qu'on peut faire au niveau de la société civile. Puis cette idée de la concertation, elle m'habite tous les jours quand je prends des décisions ou quand on a des idées de projets structurants pour l'industrie, puis pour la société civile également. C'est quelque chose qui m'habite tous les jours parce que le modèle coopératif, ça nous permet d'avoir accès à une diversité d'opinions et de perspectives qui est vraiment enrichissante. Puis en fait, notre travail en tant que gestionnaire à travers tout ça, en tout cas, du moins pour moi à la Guilde, c'est vraiment de réussir à attraper les bonnes idées au vol, puis à mobiliser l'industrie autour de ces bonnes idées-là, puis à les faire embarquer dans toutes sortes de projets. Donc, ça peut être des projets qui sont très spécifiques à l'industrie, des appels à projets qui permettent aux plus petits studios créatifs de percer dans le milieu, d'acquérir de l'expérience. Ça peut être des programmes de mentorat, mais ça peut être aussi des projets de mobilisation autour de causes sociales, comme par exemple, quand pendant la pandémie, on s'est tous mis ensemble, l'industrie du jeu vidéo, pour amasser 60 000 $ pour Centraide, pour les banques alimentaires au Québec, à un moment où elles en avaient grandement besoin. Donc, c'est vraiment ces valeurs-là qui m'habitent tous les jours quand je travaille comme gestionnaire dans cette coopérative. Merci, Émilien. On sent bien l'effet coop chez vous. Jean, comme gestionnaire, toi, comment tu vis? Je me permets de tutoyer Jean par opposition aux autres parce que je connais Jean depuis un certain temps. Donc, si vous vous demandez pourquoi je le tutoie, parce qu'on se connaît depuis un certain temps. Donc, c'est ça. Comment tu vis l'effet coop dans ton rôle de gestionnaire? Bien, moi, j'ai envie de dire qu'avant d'être un chef d'entreprise, j'ai d'abord été un animateur scout puis un animateur de camp d'été. Et puis, quelque part, ça l'a influencé sur ma façon de voir mon rôle de gestionnaire. Je suis quelqu'un qui avait envie de faire participer ma gang. Vous savez, c'est quoi un animateur dans un camp d'été? Il faut que la gang participe, sinon c'est poche. Fait que, quelque part, ça a toujours été là, cette idée-là, qu'il fallait que le monde participe. Puis en fait, que les projets qui étaient mis en place devraient être mis en place avec le monde qui va être impacté par le projet. Puis je me sentais un peu à l'étroit, je dois dire, comme gestionnaire dans une entreprise traditionnelle. Et quand j'ai découvert le monde coop, j'ai trouvé que ça correspondait à mes valeurs et que ça justifiait, ça venait comme donner des lettres de noblesse, si on veut, une façon de faire que j'avais un peu naturellement, puis dans laquelle je me sentais plutôt à part dans le passé. Alors, petite histoire, la coop Carbone n'était pas au départ une coop de solidarité et il y a un choix qui a été fait à un moment donné au conseil d'administration de faire de la coop Carbone, qui était une coop d'utilisateurs, de consommateurs, une coop de solidarité. Et ça impliquait que des employés viennent au conseil d'administration concrètement, là. Et je dois vous dire, à ma grande surprise, puis peut-être à votre surprise aussi, au départ, il y avait de la résistance à l'idée que les employés soient présents au conseil d'administration et participent aux décisions, parce qu'on disait, bien voyons donc, ils vont être en conflit d'intérêts. Ce que je ne comprenais pas, mais il reste que ça montre un peu comment on est porté à penser. Hein. Les employés sont en conflit d'intérêts s'ils participent aux décisions qui les concernent. Donc, concrètement, finalement, la décision est passée. Les employés sont au conseil d'administration
Et je dois dire, je pense aujourd'hui que tout le monde au conseil d'administration, même ceux qui avaient des résistances, constatent à quel point c'est riche d'avoir les personnes impactées dans les prises de décision pour aider à prendre de meilleures décisions. On a tellement plus d'informations au conseil d'administration maintenant que les employés sont présents pour donner leur point de vue. Et évidemment, ça a un impact sur les choix des projets qu'on réalise ensuite et ainsi de suite. Merci, Jean. Le deuxième bloc de questions va s'adresser, là, on a parlé aux gestionnaires ou à l'humain. Là, on va voir comment ça se vit dans l'entreprise, l'effet coop. Donc, je vais m'adresser à Karine d'abord. Comment l'effet coop se vit dans votre entreprise et c'est quoi l'impact? Si vous aviez à nous décrire l'impact le plus positif de votre coop, qu'est-ce que ce serait? Puis, quels moyens vous mettez de l'avant pour amplifier votre impact? Bien, il y a plusieurs impacts. Des impacts directs où on, tu sais, de par les objectifs qu'on établit dans les projets dans lesquels on implique ou qu'on développe ou dans lesquels on travaille. Ben, tu sais, bien sûr, il y a l'aspect économique. Bon, on ne le cachera pas, on veut générer de l'argent pour pouvoir créer de l'emploi, pour pouvoir réaliser des initiatives. Hein? Ça demande des moyens financiers. Mais ça, et nous, on le voit autour dans une perspective de circulation. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on génère des revenus, bien, elles circulent, oui, dans l'emploi, mais aussi avec des partenaires, des fournisseurs. Là, on travaille beaucoup avec des artistes, nous. On a un espace culturel. Donc, il y a du ruissellement à travers cet écosystème-là qu'on développe, en fait. Tu sais, nous, la coop, on se voit comme un arbre, en fait. On est enraciné dans le milieu. Et on croit par ce modèle, cette approche coopérative-là, en mettant en valeur les valeurs, les aspirations autochtones. Donc, elle va transparaître dans notre manière de faire. Hein. On essaie d'affirmer une identité autochtone au travers de notre coopérative. Et par les moyens, par l'argent, on développe toutes sortes de projets et on contribue à du rayonnement, à de la présence, à un impact significatif et positif. Je le dis souvent parce que je pense qu'on a besoin, nous, on veut que la coop montre la résilience des communautés, la créativité, la richesse. Donc, c'est beaucoup vers ça. En tout cas, c'est ce qui nous anime dans les projets. C'est ce qu'on va chercher beaucoup. Et puis, tu sais, au-delà de ça, c'est ces collaborations-là porteuses, pas seulement avec les communautés autochtones, mais aussi les communautés urbaines. On est à Shawinigan, on a plein de collaborateurs dans la ville. On travaille beaucoup aussi avec des gens à Montréal. On n'est pas spécifiquement basé en Mauricie. Là, puis même, on pourrait même, bon, peut-être pas les 2 dernières années, mais on tend à créer des collaborations internationales. Notre objectif final, c'est de rendre davantage visibles les initiatives autochtones. On veut participer à ça. On veut participer aussi à un développement autrement, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc, on va choisir les presque avec qui on a le goût de travailler. Puis, tu sais, il y a j'en ai parlé tantôt, ces relations-là. Les relations, pour nous, sont importantes et qu'on doit cultiver, en fait. Mais merci, Karine. Je vais passer à Isiaka. Donc, de quelle façon, Isiaka, dans votre organisation, vous vivez l'effet coop, puis quels seraient les effets les plus positifs de votre coop, selon vous? En fait, comme j'avais dit tout au début, nous sommes une coopérative de solidarité, donc de production agricole en ville. Et donc, en disant cela, tout de suite, vous aurez remarqué que nous sommes en ville. Donc à Montréal, où les terres coûtent très, très, très cher. Alors, pour pouvoir développer un projet de ce genre que nous avons mis en place, notre objectif était multiple. Nous sommes partis justement d'un projet communautaire et avec une communauté quand même très marginalisée, et on voulait justement répondre aux besoins alimentaires de cette communauté, mais en même temps aussi, on ne voulait pas rester dans
la perpétuation justement de la pauvreté ou de l'absence justement d'aliments, etc., frais dans le secteur. Donc, on voulait être autonome aussi, donc autosuffisant, n'est pas aller chaque année aller chercher les financements pour pouvoir financer le projet, etc. Et donc, cela nous a amené justement à penser à notre structure. Quel type de structure pourrait vraiment être confortable pour nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et comme nous sommes en ville, donc les terrains coûtent très cher, donc il fallait trouver des terrains. On a trouvé un terrain, on s'est dit, bon, mais comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce terrain-là? Et la seule possibilité pour nous, c'était de créer une coopérative, donc de faire en sorte que le propriétaire de ce terrain fasse partie intégrante du projet et qu'il prenne vraiment en main le projet en tant que tel. Et la seule façon de le faire, c'était encore une fois de plus une coopérative. Et d'autre part aussi, nous pensons justement à nos consommateurs parce que oui, on va produire, mais nous sommes obligés quand même de vendre plus large que la communauté pour pouvoir être suffisant. Donc, c'est dans ce sens, donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut répondre justement à cet objectif-là? Et là encore, c'est encore la coopérative de solidarité, donc aller chercher des membres consommateurs qui allaient pouvoir venir acheter les produits directement et se sentir membres de la coopérative et donner leur voix à la coopérative et leur place à la coopérative. Donc, et tous ces facteurs ont fait que, c'est dit, le meilleur véhicule pour nous, c'est donc une coopérative de solidarité. C'est ainsi donc que, grâce à la coopérative de solidarité, je ne vois pas une autre structure qui serait capable de nous amener vraiment vers ça. Nous avons pu obtenir un terrain avec le Cégep du Saint-Laurent. Le terrain appartient au Cégep du Saint-Laurent, un terrain de 1,2 hectares à Montréal et sur lequel nous avons pu démarrer le projet. Et le Cégep de Saint-Laurent est membre intégrant de la coopérative et ils ont une place sur le conseil d'administration. Ce n'est que la coopérative qui pouvait nous permettre de le faire et on a mis une place vraiment permanente au conseil d'administration. Donc, d'autre part, nous nous sommes dit, puisqu'on a une coopérative de solidarité, il va falloir qu'on aille quand même travailler donc avec les épiceries parce qu'on produit, nous fait une grande production en bio et nous sommes quand même, nos produits vont dans les IGA, Rachel Berry, etc., épiceries locaux. Alors, on s'est dit, il faut que nos clients deviennent nos partenaires réels. On ne veut pas qu'ils soient juste des clients qu'on va les vendre des produits et puis qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et c'est la forme coopérative donc, qui pourrait nous permettre de le faire. Et donc, ainsi, donc, nous avons pu quand même aller les chercher. Et donc, ils ont leur place. On a créé un membership, comme nous avons appelé les membres producteurs. Donc, eux, c'est des membres producteurs dans le sens où ils vont acheter notre produit, pas pour le consommer directement, mais pour le transformer ou le vendre. Donc, et donc, ils sont devenus membres producteurs et ils font partie du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 9 membres, dont justement, chacune de ces catégories, on a 4 catégories, donc chacune de ces catégories est représentée. Donc, ce qui fait que, pour moi, on parlait de la gestion, là, ça devient intéressant. On est en face de plusieurs personnes qui ont des intérêts divergents. Paradoxalement, on a des membres travailleurs, mais tout ce monde, à un certain moment, il faut qu'on s'entende sur quelque chose, le consensus. Et pour moi, le consensus est important pour justement aller de l'avant avec ce qu'on a actuellement dans la vie, parce que ça nous permet de discuter, de négocier et puis de trouver une entente. Et ce qui a un impact réel sur notre futur à nous, chacun de nous. Donc, le projet, comme je disais, donc, on a plusieurs des membres transformateurs aussi. Et en plus de ça, ça nous a permis aussi d'accueillir d'autres types de membership comme les membres solidaires, parmi lesquels nous avons les entreprises d'économie sociale et nous avons aussi les organismes à but non lucratif qui s'associent au projet, donc pour garder le projet, pour garder vraiment l'objectif du projet. Donc voilà en gros l'effet que ça, comme je vous dis, en premier, les retombées pour nous de cette forme de coopération,
c'est en premier, c'est le terrain. Donc, comme je vous disais, 1,2 hectares à Montréal, on ne peut pas se l'acheter, on ne peut pas louer. Mais nous l'avons à cause justement de cette forme-là de coopération. Merci beaucoup, Isiaka. Je vais demander à Émilien maintenant de nous dire comment l'effet coop se vit dans votre organisation et quel est, selon vous, l'impact le plus important de votre coop. L'impact le plus important, je le mentionnais tout à l'heure, c'est l'entraide. Donc, c'est certain que c'est une valeur très, très importante qui nous habite. Puis, comment est-ce que ça se manifeste dans notre coopérative? Bien, de plusieurs façons. Dans un premier temps, notre rôle, c'était de fédérer des membres qui sont d'horizons tout à fait différents. Donc, autant les petits studios, les grands studios, le milieu scolaire et parfois d'autres types de partenaires. En deuxième étape, notre rôle, c'est de mobiliser. Donc, de mobiliser justement tous nos membres autour de causes communes, autour de projets communs qui bénéficient à l'ensemble de nos membres et à l'ensemble de la société. Donc, des effets très, très concrets de la façon dont ça s'est manifesté par la suite. Cette mobilisation a donné lieu à des initiatives très, très concrètes qui ont eu un impact auprès de toutes sortes d'initiatives sociales, comme par exemple nos associations ponctuelles avec toutes sortes d'organismes à but non lucratif, comme par exemple au niveau scolaire. Donc, on a une initiative en ce moment même avec le Code des filles pour encourager les filles à aller vers les métiers de la technologie. On encourage énormément des initiatives de leadership féminin. On participe à toutes sortes d'initiatives sociales, comme tout récemment, on a été approché par la Santé publique de Montréal pour mobiliser l'industrie du jeu vidéo pour favoriser la vaccination des jeunes de 12 à 25 ans. Et puis, quand on lance cet appel-là à l'industrie, bien, cet esprit coopératif, cet esprit mobilisé et cette valeur d'échange et de redonner à la société, elle habite nos membres. Puis la réponse est souvent pas à la hauteur de nos attentes, dépasse largement nos attentes à chaque fois qu'on fait un appel de ce genre-là à l'industrie. Puis, je veux revenir sur les mots de Karine parce que c'était très bien dit. La troisième étape, disons, le troisième jalon, c'est le ruissellement. Donc, quelque chose qui est très, très important pour l'industrie du jeu vidéo, c'est évidemment, il y a des entreprises qui sont très, très grandes, qui ont énormément de succès, qui ont des chiffres d'affaires très, très importants. Puis, il y a une communauté qui a besoin d'être orientée pour le démarrage d'entreprise, par exemple, pour trouver accès à du financement pour leurs projets créatifs, trouver de la main-d'œuvre. Donc, les grands aident beaucoup les plus petits, ceux qui sont à une autre étape dans leur développement et ceux qui ont des besoins ponctuels. Et puis, s'il y a quelque chose de très concret que je pourrais vous dire par rapport à ça, récemment, pendant la pandémie, on est arrivé au mois de mars, on arrivait au renouvellement de notre membership. Donc, ça aurait mobilisé beaucoup de temps et d'efforts dans une période très incertaine. Puis, les studios avaient besoin de nous pour les épauler dans toutes sortes de questions de ressources humaines, travail à distance, formation, etc. Puis, Google Stadia, un de nos membres, nous avait dit, écoutez, à la Guilde, on comprend, c'est incertain, c'est compliqué, les membres ont besoin de vous pour autre chose. Donc, on va assumer le membership pour tous les membres. Donc, cette année-là, les membres n'ont pas payé de membership. C'est Google Stadia qui l'a assumé pour tout le monde. Donc, ça, c'est un élément très, très concret, très, très matériel. Mais nos initiatives de mentorat aussi, c'est un autre exemple très, très important. On est en train de bâtir un programme de mentorat très concret parce qu'il y a une soif dans l'industrie de redonner aux suivants. Puis, c'est vraiment ces valeurs-là qui nous habitent. Puis, c'est de cette façon-là que ça se manifeste. Puis, au sein de notre conseil d'administration, également, il est organisé de façon à ce que toutes les strates de taille de studio ou de taille d'entreprise ont leur mot à dire. Là. Donc, c'est vraiment la concertation, l'entraide et puis la collaboration.
qui, oui, aide l'industrie, mais aide aussi toutes sortes d'initiatives dans la société civile, donc des levées de fonds pour des initiatives sociales, ce genre de choses. Donc, on a vraiment un large éventail d'initiatives auxquelles on touche, puis que notre organisation en tant que coopérative nous aide vraiment à réaliser. Merci, Émilien. Jean, quand on a fait l'appel conférence et on parlait de l'effet coop, tu m'as raconté que tu avais d'abord été dans le monde des Inc. Après ça, tu es allé dans le monde des coops, mais que tu es la même personne, mais que quand tu es passé dans le monde coop, on t'a vu autrement. Donc, c'est un effet coop, la façon dont on perçoit les gens quand ils passent dans le monde coopératif. Est-ce que tu veux nous parler de ça un petit peu, l'impact que ça a, même si tu es la même personne animée des mêmes valeurs? Avec plaisir. Donc, ça implique de faire un pas en arrière. Effectivement, je ne sais pas qui d'entre vous a eu l'occasion de partir une entreprise comme entrepreneur, mais concrètement, on ne nous enseigne pas à partir des coopératives à l'école et ainsi de suite. Puis quand on a une idée de projet ou quelque chose comme ça, à moins d'avoir été dans ce bain-là au départ, ce qui vient naturellement, c'est je vais me partir comme travailleur autonome, puis si ça grossit, ça deviendra un Inc., puis je vais engager des employés, puis ainsi de suite. Puis ça a été un peu mon parcours. J'ai bâti une entreprise de consultation en économie de l'environnement. Et puis on s'est spécialisé dans le domaine des changements climatiques. Puis en parallèle, à un moment donné, il y a des gens qui ont fondé la Coop Carbone, et puis qui étaient à la recherche d'expertise, et puis ils ont constaté l'expertise qu'on avait chez nous à EcoRessources, qui était l'entreprise que j'avais créée. Et puis, ils ont dit, il faudrait qu'on ait cette expertise-là à l'intérieur de la Coop Carbone. Donc, ils ont fait l'acquisition de mon entreprise, puis dans le deal, ils ont dit, Jean, il va falloir que tu sois directeur général de la Coop Carbone pendant les 7-8 prochaines années. OK. Fait que là, je suis devenu directeur général de la Coop Carbone sans y avoir rêvé, je dois dire. Hein? Je ne savais pas trop vraiment ce que ça voulait dire. Donc, je suis devenu directeur général d'une coop sans trop savoir ce que ça voulait dire être directeur général d'une coop. Et une des choses que j'ai découvertes qui m'a vraiment fasciné, puis tu as mis la table, Diane, c'est que j'étais la même personne avec la même équipe. Parce que concrètement, la Coop Carbone, avant que j'arrive avec mon équipe, ça n'existait pas vraiment. Donc, c'est la même gang qui change de nom. On était un Inc., on devient une coop. Et puis, j'ai vraiment perçu une différence dans la façon dont les gens nous regardaient, nous abordaient. Et ça a pris un certain temps avant que je le voie, cet effet-là, puis que je mette un nom dessus, mais concrètement, les gens me regardaient comme si j'étais tout à coup un bon gars. Alors qu'auparavant, de toute évidence, j'étais quelqu'un qui était à la recherche du profit à court terme. J'étais la même personne avec les mêmes valeurs, avec le même genre de projet, le même genre d'activité économique, mais là, je n'étais plus perçu comme quelqu'un qui était à la recherche de la maximisation du profit à court terme. J'étais devenu quelqu'un qui avait à cœur le bien-être de la collectivité. Et ça ouvre des horizons étonnants. Concrètement, on ne s'en rend pas compte. Même quand on est un Inc., on travaille avec des partenaires qui ne sont pas des Inc. On travaille avec des municipalités, on travaille avec des associations, on travaille avec le gouvernement. Et là, on dirait que les rapports changent. On n'est plus perçu de la même façon. Ça induit de la confiance. Puis ça, c'est quelque chose que c'est un effet coop, ça? C'est un effet coop. C'est un effet coop important. Et de quelle façon, ce matin, Mia Homsi nous parlait des changements sociétaux à venir, des grandes tendances, de tous ces chantiers qu'il va falloir accomplir pour la transition. Puis de quelle façon, justement, parce que tu as découvert que les coopératives sont perçues différemment, de quelle façon, en sachant que les coops sont perçues différemment, ça peut devenir des partenaires dans la transition parce que les municipalités, les Inc., les grandes entreprises pourraient avoir besoin de l'effet coop? Bien, la réponse est un peu dans la question. Hein? Tu as posé la question
tu as dit, comment est-ce que les coops pourraient devenir partenaires? Bien, les coops, c'est perçu naturellement, mais là, je peux parler d'expérience, on est perçu plus naturellement comme des partenaires plutôt que du monde avec qui il va falloir splitter la tarte. Tu sais, Puis ça, c'est quelque chose que tu vois comme positif. Comment ça peut être utilisé positivement, ça? Je ne sais pas si ça peut être utilisé. Bien, utilisé pour avoir un impact positif. Comment on peut se servir de cette caractéristique-là si on veut augmenter l'impact positif? Parce qu'on a parlé plutôt d'impact des coops. Donc, si la coop est perçue positivement, de quelle façon on peut utiliser le pouvoir du bien pour faire cette transition-là? J'ai l'impression que ça vient tellement naturellement que j'ai de la difficulté à répondre à ta question sur comment faire en sorte de l'utiliser. Mais pour toi, c'est évident? Tu penses que les gens à l'extérieur du secteur coopératif le savent? Je pense que oui. Je pense que si on dit... Je pense que quand on se nomme coop, les gens comprennent. En fait, coop, les gens comprennent coopération naturellement. C'est comme si ça venait ensemble. Donc, on s'attend à trouver quelqu'un qui a une écoute différente quand on s'adresse à des membres, à une entreprise qui est une coopérative. Puis, j'ai envie d'ajouter autre chose, Diane. Il y a des institutions qui sont des coopératives qui nous sont plus facilement accessibles quand on est coop aussi. Je pense, par exemple, au fait de... je pense à la Caisse d'économie solidaire qui offre des services aux coopératives, par exemple, le Mouvement des Jardins par moment aussi, évidemment. Et puis, donc, il y a comme un monde qui nous est accessible ou plus facilement accessible en mode coop. Puis pour le mettre de l'avant davantage, je pense qu'il faut dire davantage qu'on est une coopérative, puis le faire valoir, puis peut-être faire valoir les valeurs coopératives quand l'occasion se présente. Comme Nadine parlait de ruissellement, donc elle parle de ruissellement dans sa communauté avec l'effet coop, mais il y a peut-être le ruissellement dans toute la société dans cette période de transition, des valeurs coopératives. Puis, dans la phase de transition qu'on traverse, ben, c'est pas pour rien qu'on parle de transition. Il y a une transition parce qu'on sent qu'il y a un changement qui est nécessaire. Le changement il est nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui nous conduit dans une impasse. Et puis, on cherche des façons de s'en tirer, de s'en sortir. Et puis, la coopération apparaît comme nécessaire dans ce contexte-là pour trouver de nouvelles solutions. Et donc, je pense qu'il faut surfer la vague. Surfer la vague. C'est ça. C'est clair. Rachel, est-ce qu'on a du temps pour les questions? On a un bon 10 minutes. Alors là, ça va être le moment d'un petit peu de magie. Il va falloir me pousser les questions sur l'écran, s'il vous plaît. Première question pour Émilien. Quel est l'intérêt des grands à aider les petits au-delà de la notion d'entraide? Émilien, vous m'entendez? Émilien, votre... Okay. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, la notion d'aider les plus petits puis de redonner à la collectivité, au-delà du sentiment d'entraide, bien, c'est sûr que ça a toutes sortes d'autres avantages. Par exemple, de s'afficher de cette façon-là solidaire et unie à travers cette industrie-là, ça permet aussi d'avoir une bonne image de l'industrie puis de pouvoir être reconnu comme une industrie solide, créative et solidaire et qui a comme valeur importante la coopération. Donc, cette façon-là de démontrer que notre industrie, elle est sérieuse, puis qu'elle n'est pas en marge de la société, qu'elle s'inscrit au sein de la société et qu'elle peut apporter quelque chose de positif dans la société, bien, c'est certain que c'est de l'intérêt des plus grands qui ont aussi les moyens plus importants pour justement
contribuer à ces initiatives-là sociales. Donc, vraiment, c'est cette façon-là de se positionner, en fait, et d'être reconnu comme un membre actif de la société. C'est vraiment l'un des avantages, je dirais. Merci, Emilien. Prochaine question. Pas d'autres questions? Alors, oui, j'en ai dans la salle. Oui, allez au micro, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien. Oui, OK. Je ne sais pas si c'est vraiment une question. Ça va être à la personne qui va vouloir bien répondre. Je pense que ça va être entrecoupé de commentaires. Ça se bousculait énormément dans ma tête là, pendant la table ronde. En fait, moi, je viens du milieu communautaire. Puis je vois plein de liens avec le milieu coopératif, que ce soit dans les valeurs, dans les objectifs là, de changements sociaux, d'impact social, de développer des initiatives pour améliorer la qualité et la condition de vie des gens. Puis là, je me disais, à part l'aspect économique, qu'est-ce qui différencie vraiment les milieux communautaires des milieux coopératifs? Puis là, en me posant cette question-là, je me suis dit, my God, est-ce qu'on arrive à un point où le communautaire aurait avantage à se tourner vers des modèles plus coopératifs? Puis là, ça m'amenait aussi à l'autre observation. OK, communautaire, c'est toute une gang d'intervenants bien souvent. Puis là, avec les échanges, je me rendais compte que les gens qui adoptent peut-être plus les coopératives ont des connaissances en ressources humaines, en gestion, en relations industrielles ou dans des sujets très précis comme l'environnement ou tout. Fait que je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'arrimer les deux? Puis finalement, la dernière observation que j'ai faite, c'est il y a les entreprises Inc. d'un côté, il y a le communautaire de l'autre bord qui se bat et à qui mieux pour essayer d'avoir du financement et tout. Et puis, il y a la coopérative en plein centre qui, là, j'ai l'impression qu'il prend énormément de place, puis c'est bien. Mais je me dis, le communautaire là-dedans, il est encore le tout petit à côté? Puis, oui, on peut s'arrimer avec le communautaire, mais je me dis, my God, le communautaire, ça fait des années qu'il existe. Ça aussi, c'est des mouvements, d'initiatives citoyennes, tout ça. Fait que je me dis, mon Dieu, où est-ce que ça se place? Puis comment on peut s'arrimer finalement? Vous avez une super bonne question. Voilà. Alors, qui veut se lancer dans nos panélistes pour répondre ou donner des éléments de réponse à madame? Je peux peut-être m'essayer. C'est une bonne question. Ben, tu sais, j'ai été conseillère en économie sociale pour les Premières Nations plusieurs années, fait que je connais bien les deux modèles. En fait, je pense que c'est un des éléments qui est différent. D'abord, il y a une question de mission, OK? Puis, je pense que en tant que coopérative, c'est l'échange. Je pense que c'est ça l'élément clé. On fait de l'échange avec des clients, des partenaires et donc, oui, des ressources financières. Et aussi, ça peut être aussi du truc de service, tout ça, mais il y a un échange. Tandis que quand on est un organisme communautaire, on répond à une mission, on donne des services à des personnes. Il n'y a pas nécessairement d'échange économique qu'il y a. Cela dit, je pense que les organismes communautaires peuvent développer le volet échange économique dans différentes initiatives qui va permettre un revenu supplémentaire à l'organisme. Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas non plus... Je pense que les organismes communautaires ont leur place dans la société et elles doivent être soutenues par le gouvernement. Donc, souvent, ils sont subventionnés, puis malheureusement, pas assez par les besoins criants. Cela dit, je pense que c'est ça le mot-clé, l'échange économique. C'est ce qui les différencie peut-être. Maintenant, d'une coop et d'une Inc., ben, c'est le modèle de gouvernance. C'est le ruissellement. Il n'y a personne qui s'enrichit individuellement. Donc, c'est ça qui est aussi le twist différent d'un modèle coop. Puis le modèle coop, en plus, on a la propre loi sur les coopératives qui est différente. Donc, et là, on se base sur des principes et des valeurs. Donc, je ne dis pas que les Inc. n'ont pas de valeurs et que ce n'est pas du bon monde. Là. C'est le modèle d'entreprise différente. Ouais. Je me permettrais d'ajouter quelque chose à votre égard, madame. Vous avez parlé un petit peu plus tôt de travailleur social dans le domaine communautaire, mais
peut-être qu'on peut imaginer des coops de travailleurs sociaux parce qu'il y a des coops d'infirmières en Europe. Il y a Burzog, qui est une énorme coop d'infirmières aux Pays-Bas qui fonctionne super bien. Donc, peut-être que le modèle coopératif peut être transposé dans le monde communautaire aussi. Ben voilà, vous regarderez la coop d'infirmières, d'infirmiers et infirmières aux Pays-Bas qui fonctionne super bien. On parle de milliers de personnes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un autre panéliste qui veut répondre à Madame sur l'espèce de dichotomie entre la coop, le communautaire et le Inc., mais surtout entre la coop et le communautaire? Bien, je peux peut-être ajouter qu'il y a des organisations pour lesquelles la question se pose. Est-ce qu'on s'organise en OBNL ou est-ce qu'on s'organise en mode coop? Et puis, concrètement, puis là, je vais dans le sens... J'oublie le nom de l'intervenante précédente. Karine. Alors, mais à partir du moment où il y a un besoin dans une communauté, c'est possible de regrouper des individus avec ce besoin-là pour qu'ils se donnent des services ensemble. Et puis à ce moment-là, on est dans une logique coopérative. Puis c'est possible de le faire en mode coop. La différence avec l'OBNL, à ce moment-là, ça va souvent être justement le mode de gouvernance où là, en OBNL, ben, il y a un conseil d'administration qui peut être de seulement 3 personnes. Et puis, ce n'est pas très légiféré la façon d'organiser un OBNL comparativement à une coopérative. Donc, il y a cette grande différence-là. Et puis, ça va dépendre de l'objectif qu'on poursuit, si on va s'organiser en coop versus en mode OBNL. Mais Jean soulève un point intéressant au niveau de la structure et de l'encadrement. Il faut voir aussi si le modèle coop correspond à la personnalité des gens qui sont, parce que effectivement, les exigences sur un OBNL et les exigences sur une coop ne sont pas les mêmes au niveau de tout ce qui est conseil d'administration, encadrement. Fait qu'il faut voir aussi cette partie-là, parce que la structure juridique ressemble beaucoup à la personnalité aussi des gens qui ont fondé l'entreprise. Là, on fait des choix de structure juridique pour 2 raisons. Parfois pour des raisons de financement. Il y a des gens ce matin qui disaient qu'ils avaient choisi une certaine structure juridique pour parce que les subventions étaient plus accessibles lors d'une session de pitch, mais ça peut être une question de personnalité aussi. Donc, j'imagine qu'il y a ça à considérer, comme tu dis. Il faut dire aussi qu'une coopérative, ce n'est pas nécessairement un but non lucratif. En fait, la majorité des coopératives ne sont pas à but non lucratif. En fait, ça n'existe pas des coopératives à but non lucratif. C'est un statut fiscal à but non lucratif. Donc, cet élément-là doit être pris en considération, puis c'est là que la dimension échange économique est importante dans le mode coopératif. Là. Fait que, quand même, on a soulevé beaucoup d'éléments de réponse. J'espère que ça vous a été utile. Rachel, on conclut? Une petite question. OK, on va essayer d'être discipliné. Allons-y. Oui. On est dans les différents modèles, puis j'en ai un autre à vous soumettre que je connais peu, mais dont j'entends parler beaucoup, c'est la certification B Corp. B Corp. B Corp. Mm-hmm. Bon, quand je les entends parler, c'est la panacée. Puis là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des informations, ou en tout cas, qu'est-ce qui... les différences entre le modèle coop. Bien, ce n'est pas un modèle juridique, B Corp. C'est une certification. Donc, dans les B Corp, tu peux être une coop, tu peux être une Inc., tu peux être toutes sortes de modèles. Ce n'est pas un modèle juridique. C'est que quand tu as une B Corp, c'est que tu certifies. C'est une façon qui a été créée pour protéger l'entreprise de ses investisseurs. C'est-à-dire, quand tu es une B Corp, ça veut dire que tu dis à tes investisseurs, il faut que vous vous attendiez à ce que chaque fois que je prends une décision, je considère l'aspect environnemental et social. Donc, vous ne pouvez pas me poursuivre si vous estimez que je ne vous ai pas fait faire d'argent parce que j'ai pris une décision qui n'était pas, à votre avis, la décision financière optimale. Donc, c'est une certification. Il y en a quelques dizaines au Québec, donc vous pouvez les consulter sur le site de B Corp, mais ce n'est pas une structure juridique. C'est une certification qui doit être refaite à tous les 3-4 ans. Ça répond à votre question? Je m'excuse d'avoir court-circuité les panélistes, mais je savais que je pouvais répondre facilement et rapidement. De toute façon, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah, merci!
Alors, mais merci d'avoir été présent. Merci aux personnes qui sont dans la salle. Merci aux personnes qui étaient derrière leur écran. Et un gros merci à nos panélistes. Donc, Karine, Émilien, Isiaka et Jean.